Et merci beaucoup, monsieur le procureur. On dit toujours monsieur le procureur, même quand vous êtes à la retraite ? Dans le titre honorifique, sans doute. Voilà, votre modestie vous pousse à faire non de la tête, mais on comprend que c'est oui. C'est l'union sacrée ce matin contre le narcotrafic. C'est ce qu'on voit en une du Parisien. On voit les ministres de la Justice et de l'Intérieur côte à côte avec des parlementaires. Il y a des lois qui vont être présentées cette semaine. Alors évidemment, on ne vous attend pas sur le commentaire politique, mais sur l'efficacité de cette mesure. Et surtout, on nous dit beaucoup du côté de la place Beauvau que l'idée pour lutter contre le narcotrafic, c'est d'appliquer les méthodes qu'on a appliquées contre le terrorisme. Et ces méthodes, vous les connaissez par cœur. Est-ce que cette comparaison, elle vous semble pertinente et efficace ? Oui et non. On pourrait dire comparaison n'est pas raison. Il y a bien sûr des points communs. Qui sont que dans les deux cas, il faut une spécialisation des acteurs pour lutter contre le phénomène. Il faut des services d'investigation véritablement spécialisés et il faut des techniques d'enquête qui soient dérogatoires et qui aient une plus grande efficacité dans ce qu'on appelle le droit commun, ce qui sert à lutter contre la criminalité moins grave. Mais à côté de ça, il y a bien sûr des spécificités propres au terrorisme et des spécificités propres au narcotrafic. Est-ce que le narcotrafic, il est en train de devenir un fléau d'une ampleur, là aussi comparable avec ce fléau du terrorisme ? Est-ce qu'il est en train de déferler sur la France dans des proportions que peut-être on n'imagine pas forcément ? J'allais dire beaucoup plus, parce que en termes de volumétrie, il y a eu, je crois, l'an dernier, 80 enquêtes ouvertes en matière de terrorisme, en matière de criminalité organisée. Il y en a des milliers. Les indicateurs de consommation ont explosé. Il y a plus d'1 million de consommateurs de cocaïne, ça a doublé. Pour le cannabis, c'est certainement pareil. Et si vous voulez, on a de plus en plus effectivement de trafic, de plus en plus de lieux de deal. Aucune commune n'est aujourd'hui à l'abri de l'extension de ces phénomènes. C'est ce qu'on voit dans Midi Libre ce matin, aussi à la campagne, dans le monde rural. Explosion des règlements de compte, qui étaient il y a 20 ans localisés. Donc moi, je pense que quelque part, ça signe une forme d'échec de la politique publique qui est menée sur ces thèmes depuis 30 ou 40 ans. Que vous expliquez comment ? Parce que les moyens sont importants. Je pense qu'on a trop laissé tomber la prévention par rapport à ce que j'avais connu il y a 30 ou 40 ans, avec ce que faisait la MILT. Il y a des messages à faire passer qu'on a peut-être trop abandonnés. Et puis, je pense qu'on est confronté aujourd'hui à des insuffisances au niveau du système. Je pense qu'en matière de trafic de stupéfiants, on ne peut pas se contenter d'enquêtes de surface. Il faut des enquêtes ce sont des enquêtes longues, complexes, qui nécessitent un exigeant et lourd travail de police judiciaire. Les opérations place nette, par exemple. C'est utile, mais ça sert à ramener la tranquillité publique et ça suffit pas. On sait que les trafiquants s'adaptent. On a aujourd'hui, et c'est ça, je pense qu'il faut arriver à surmonter, une véritable crise de l'investigation. Il n'y a pas assez d'officiers de police judiciaire. Pas assez d'enquêteurs. Les postes sont vacants, effectivement. Il y a quelques jours, la direction de la police judiciaire a indiqué que la moyenne était la suivante. Chaque enquêteur a en moyenne 126 dossiers. Comment voulez-vous travailler en ces conditions ? Donc, il faut effectivement davantage d'enquêteurs spécialisés, notamment en matière financière, où il n'y en a pas assez. Et il faut aussi, je vais dire, quelque part, à côté de ces projets de loi, peut-être une forme de révolution numérique. Aujourd'hui, la preuve, elle est numérique. Il faut donner, les procédures sont un peu des océans de données numériques. Il faut donner aux magistrats les moyens de faire des liens entre ces procédures et de pouvoir tracer effectivement les monnaies virtuelles, les actifs numériques. Et tout ça, ça doit venir avec le projet de loi, sinon ça fonctionnera pas. Il y a un parquet national financier, il y a un parquet national antiterroriste et il y aura bientôt un parquet national contre le crime organisé. C'est une bonne idée ou pas ? Il existe déjà ce parquet national. Personne ne le sait, mais depuis 2019, le parquet de Paris a reçu une compétence nationale en matière de crime organisé qui lui permet de traiter les affaires les plus complexes. Donc je pense qu'il faut approfondir la réflexion là-dessus. Je pense que la question, elle est avant tout politique. Et effectivement, un parquet national peut peut-être permettre de mieux incarner tout ça. Mais le parquet de Paris n'a pas démérité dans sa lutte contre le narcotrafic depuis 4 ans. Vous nous avez parlé aussi de nécessité d'avoir des mesures différentes par rapport au régime général. Il y a des mesures prévues dans la loi qui sont d'ailleurs très contestées par les avocats, notamment le fait de ne pas divulguer certaines méthodes d'investigation, que les avocats n'y aient pas accès. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que c'est nécessaire ? Alors d'abord, dans ce projet de loi, il y a des choses très intéressantes, effectivement, avec le statut des repentis, des cours d'assises spéciales pour juger les crimes en bande organisée. Il y a des tas de choses extrêmement intéressantes qui peuvent fonctionner si elles
reçoivent effectivement plus d'enquêteurs et cette révolution numérique que j'évoquais tout à l'heure. Pour ces instruments procéduraux, je vais refaire la comparaison avec le terrorisme que vous faisiez au début. Ouais. En matière de terrorisme, on applique le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone secrète. Tout ce qui est dans le dossier est accessible aux avocats. Moi, à titre personnel, je ne vois pas comment on peut se lancer dans des dispositifs pareils, et je pense que le contradictoire, ça doit être véritablement une vertu fondamentale et capitale de la procédure. Je vois pas comment on peut mettre en place des choses comme ça, sauf à fouler au pied certains principes essentiels de la procédure. On compare beaucoup avec le terrorisme. Le garde des Sceaux, il s'inspire aussi beaucoup de l'exemple italien. Il va aller en Italie d'ailleurs. Il y a là-bas des prisons de très haute sécurité, et il dit que les prisons où sont rassemblés les fameux 100 plus gros narcotrafiquants, en gros, ça s'inspire de l'exemple italien. Ça vous semble une bonne idée, cette prison spéciale ou pas ? Je pense que oui, puis ça renvoie effectivement à la question qu'on a eue en matière de terroristes. Est-ce qu'il faut concentrer les terroristes ou au contraire les disperser ? Je pense que dans une situation dans laquelle on sait qu'il y a il y a eu 45 000 téléphones portables saisis en 2023 dans les prisons françaises, ça ne peut pas durer comme ça. Ouais. Les prisons ne doivent pas être un lieu qui permette aux trafiquants de continuer leur trafic. Donc je pense, moi personnellement, que c'est effectivement une bonne idée d'avoir un lieu très sécurisé, mais après il faudra assumer, où effectivement on concentre des moyens pour mieux surveiller les gens et faire en sorte que la peine soit effectivement quelque chose, une punition, et qui prépare aussi peut-être mieux à la réinsertion, mais pas quelque chose qui permette de faire perdurer les trafics en aucun cas. On veut vous entendre aussi ce matin, François Molins, sur la délinquance des mineurs, parce qu'il y a eu ce drame épouvantable, la mort du jeune Elias, 14 ans, qui a été tué par, semble-t-il, en tout cas l'un des deux a avoué, deux jeunes gens de 16 et 17 ans qui ont été interpellés. Ils étaient connus de la justice, ils avaient interdiction d'être ensemble, et pourtant, voilà, ils étaient ensemble, et ils ont tué manifestement, l'enquête le confirme ou pas, un adolescent de 14 ans. Il y a un sentiment d'impunité totale chez les mineurs ou pas ? Et comment y remédier surtout ? Il y a un sentiment d'impunité qui peut exister chez certains mineurs, alors que d'autres entendent les messages des juges et ne recommencent pas. Le problème, c'est que, moi je vois ça dans la justice des mineurs depuis des années, le problème c'est qu'on a une petite partie qui n'arrête pas de récidiver. Et c'est celle-là, effectivement, qui pose problème et qui reste finalement totalement imperméable à tous les messages qu'essaient de leur adresser les magistrats et les services éducatifs. Effectivement, c'est dramatique cette affaire. Moi je connais pas ces détails, mais d'après ce que j'ai entendu sur les journaux télévisés, ça signe effectivement une perte des valeurs. Mourir pour un téléphone portable, ça n'a aucun sens. Mais alors que faire ? Est-ce qu'il faut les mettre en prison ? Il y a par exemple un débat sur les très courtes peines. Je ne sais pas si vous avez lu hier dans le journal du dimanche, une magistrate et un parlementaire qui plaident pour ça, pour qu'il y ait dès le début une peine de prison très courte, 7 jours, 15 jours, mais appliquée immédiatement, parce qu'ils disent le problème, la justice elle est rapide, mais derrière la sanction, il faut attendre des mois avant de la connaître. C'est des choses qu'il faut expertiser, mais pour des mineurs, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas poursuivre et juger un mineur comme un adulte. Un mineur, c'est une personne dont la personnalité est en construction. Mais même à 16 ans, à 17 ans, où ils sont très aguerris ? Il faut des réponses qui conjuguent à la fois les messages fermes avec de la répression, mais aussi l'éducation, parce qu'on ne peut pas considérer qu'à 16 ans... on va tomber en dehors de la société. Il faut à tout prix, j'allais dire, avoir des messages qui conjuguent les deux réponses éducatives et répressives pour essayer de les ramener dans la société et dans le droit chemin. Donc on garde l'excuse de minorité. Pour moi, nécessairement. Encore une fois, on ne peut pas juger un mineur comme un adulte. C'est deux personnes tout à fait différentes. Un mineur, encore une fois, il a une personnalité qui se construit. Et il y a des messages qu'il faut essayer effectivement de faire passer et de conjuguer prévention, éducation et répression. On entend ce matin vos préconisations, vos recommandations, votre analyse. Vous êtes complètement retiré, ou bien vous pourriez revenir peut-être dans d'autres fonctions, peut-être gouvernementales, ministérielles ou... Moi, je suis passé à une autre vie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités. J'enseigne, je fais de la formation à l'étranger en matière de lutte contre le blanchiment et je fais du bénévolat. Donc, j'ai une vie qui me convient tout à fait et qui m'occupe bien assez. De l'escalade aussi, l'une de vos grandes passions. De temps en temps. J'imagine. Merci beaucoup, monsieur le procureur Molins, d'être venu ce matin dans les 4V. Merci.